C'est un endroit où la petite comme la grande histoire se mêlent. Il s'agit d'un lieu, à première vue insoupçonnable du fait de sa discrétion apparente et du calme qui y règne tout autour. Fondée en 1835, la congrégation Notre-Dame de Charité du Bon Pasteur se veut au cours du temps le reflet de l'histoire et de la société française. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission de reportage. Je me trouve en plein cœur du quartier de la Doutre pour vous faire visiter un lieu discret et assez méconnu de l'histoire de l'Anjou et d'une certaine manière aussi de l'histoire de France. Je me trouve non loin des Berges de Maine et de l'étang Saint-Nicolas. On va visiter le musée de la congrégation Notre-Dame de Charité du Bon Pasteur. C'est un lieu tout simplement qui est le miroir de notre société, de notre histoire, un lieu avant-gardiste d'une certaine manière qui met en avant les prémices de l'insertion professionnelle, de la lutte contre les différentes précarités ou encore l'ouverture de davantage de droits pour les femmes. On va visiter ce musée tout de suite. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si mon contenu vous plaît. C'est parti, venez avec moi, bienvenue. La charité est une vertu qui a toujours existé dans nos sociétés. En France, la puissance de l'Église et de Rome motivait déjà un certain Jean Eudes, médecin, prédicateur et évêque tout au long du XVIIe siècle, avec l'esquisse d'une lutte en faveur de l'éducation à cause du fléau de l'analphabétisme de l'époque. Cet idéal convaincra Marie-Euphrasie Pelletier, originaire de Noirmoutier et passée par la Touraine, de demander auprès du pape Grégoire XVI, en janvier 1835, la signature d'un décret d'établissement du généralat dans l'objectif d'une structure permettant d'améliorer la condition et l'éducation des femmes. Une initiative pionnière et d'une certaine manière avant-gardiste, là où le droit des femmes en était à peine au stade des prémices. L'histoire de cette congrégation est pourtant assez méconnue pour les Angevins et aussi pour les Ligériens. Alors finalement, quelle est la motivation de valoriser cette congrégation ici à Angers ? Justement, c'est de la faire davantage connaître, sa spiritualité, mais aussi son histoire, puisque la congrégation, alors après des origines en Normandie, puisqu'elle a été fondée au XVIIe siècle, elle s'est implantée à Angers en 1829. D'accord. Donc ça fait des décennies qu'elle fait partie de l'histoire angevine. Elle doit cette concrétisation à deux personnages ayant chacun leur place sur ce site. La comtesse Geneviève d'Andigné de Villequier et Augustin de la Poterie, comte de Neuville. L'une apporte un soutien matériel indéfectible avec l'investissement de sa fortune dans notamment l'édification de la chapelle de la maison mère. Le second, principal bienfaiteur, favorisera l'essor de la congrégation dans le monde. La congrégation est reconnue légalement en 1852. Elle fait office d'organisation non gouvernementale reconnue par l'ONU depuis 1996. Au lendemain de sa création en 1835, de multiples antennes se développent à l'étranger, à commencer par l'Italie, l'Angleterre, avant de s'étendre aux autres continents. Ici comme là-bas, c'est toute une vie quotidienne qui est à l'œuvre. Les sœurs étaient dotées de leur propre réfectoire, possédaient des savoir-faire en cordonnerie ou en couture. Bonjour sœur Marie-Hélène. Bonjour. Alors déjà, première question, ça fait combien de temps que vous êtes ici au sein de cette congrégation ? Alors au sein de la congrégation, c'est depuis 1968. Donc c'est pas d'hier, n'est-ce pas? Et je suis venue déjà ici pour ma formation religieuse et puis pour divers moments, diverses missions qu'on m'a données. J'ai eu la responsabilité de foyer de très jeunes mamans célibataires ou de femmes victimes de violences. J'ai aussi eu beaucoup d'engagement en tant que sœur du Bon Pasteur, mais dans d'autres instances. Par exemple, le collectif contre la traite des êtres humains. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, à l'heure où nos sociétés évoluent finalement, que la sacralité joue un rôle important dans nos vies ? Est-ce que vous le pensez Alors, en tout cas, dans la mienne, oui, ça c'est sûr. D'une manière générale, c'est le cas. Oui. Mais moi, ma crainte pour les jeunes et pour le monde à venir, c'est qu'il y a tellement de choses qui étouffent cette voix intérieure. Quand je vois les jeunes accrochés au portable, aux écouteurs, à beaucoup de réseaux sociaux, je me dis comment font-ils pour écouter ce qui les meut à l'intérieur d'eux-mêmes ?
Voyez comment est-ce qu'ils se connaissent alors qu'ils reçoivent une telle, un tel mitraillage d'informations. Oui, un Et- flot continu, quoi. Voilà, et donc c'est un petit peu pour ça que le centre spirituel de la congrégation me semble important, pour insuffler peut-être autre chose, une autre voie si vous voulez. Hein. Et si c'est la voie du Seigneur, si c'est la voie du bon pasteur, eh bien c'est ce que je souhaite en tout cas, et c'est ce que je crois la congrégation souhaite. Après la Seconde Guerre mondiale, l'État reconnaît l'influence de la congrégation en attribuant la Légion d'honneur à sœur Marie-Ursula par exemple. À l'aune des 30 Glorieuses et du XXIe siècle, le sport, les loisirs, l'enseignement ménager et l'enseignement général occupent une place importante dans un esprit de renouvellement de la pratique religieuse due au Concile Vatican II. Inciter les gens à venir, c'est de dire que le musée nous plonge dans plusieurs siècles d'histoire, nous permet de découvrir plusieurs personnalités emblématiques, dont une des deux saintes d'Anjou, Sainte Marie-Euphrasie Pelletier, dont on a dit à une époque qu'elle était le seul homme d'Angers, donc c'est quelque chose d'assez fort. C'était Oui. une femme qui était vraiment en avance sur son temps, sur son époque. Donc il y a à la fois ce volet historique et puis aussi l'importance de la mission sociale des sœurs en France et à l'international. Elles sont investies dans le social depuis le XVIIe et le XIXe siècle, mais aujourd'hui le musée présente une foule de choses qu'elles font aux quatre coins du monde. Donc c'est vraiment une visite très riche, avec beaucoup de multimédia aussi. Donc voilà, on ne s'ennuie pas et on découvre énormément de choses. À l'époque, les dogmes de la religion étaient plus rigides jusqu'au Concile Vatican II comparé à aujourd'hui. Les sœurs qui vivaient dans la congrégation ne pouvaient dès lors en sortir que sur autorisation de leur hiérarchie. C'est la raison pour laquelle, que d'une manière innovante, un tunnel est creusé sur idée de Marie-Euphrasie Pelletier afin de se rendre à l'abbaye Saint-Nicolas, fondée en 1020 par l'emblématique comte d'Anjou, Fulkenera. C'est ici, au milieu des vignes, digne d'un cadre bucolique en plein cœur de la ville, que petite et grande histoire convergent vers ce patrimoine exceptionnel, jouxtant le site de la congrégation. On se situe effectivement au niveau des vignes de l'abbaye Saint-Nicolas que j'ai juste en face de moi. Donc ce sont des vignes qui sont très très anciennes puisque l'abbaye datant du Moyen-Âge, les vignes existaient déjà au Moyen-Âge et étaient exploitées par des moines bénédictins. Elles sont actuellement exploitées par une association qui s'appelle Vignes en Ville Angers et qui produit du vin biologique, du chenin plus particulièrement. Donc c'est une variété typique locale. Alors on est aussi devant l'abbaye Saint-Nicolas qui est un bâtiment millénaire au sens propre puisqu'on célèbre cette année ses 1000 ans d'existence. Elle a été fondée par un personnage bien connu de l'histoire angevine qui était Fulkenera, qui a fondé l'abbaye donc en 1020 au retour d'un pèlerinage à Jérusalem. L'abbaye a d'abord accueilli des moines, notamment bénédictins, jusqu'à la Révolution française. Et la congrégation Notre-Dame de Charité du Bon Pasteur l'a rachetée en 1854 et a fait creuser en fait un tunnel qui est derrière moi et qui permet de relier les jardins de la congrégation au niveau de la maison mère à l'abbaye qui était située en dehors de la clôture monastique à l'époque. Alors la mission principale, elle n'a pas vraiment évolué depuis l'origine, c'est-à-dire venir en aide aux femmes et aux enfants en difficulté. Donc ça peut être des femmes sans ressources, des femmes seules, des enfants qui travaillent et qu'elles veulent scolariser. Mais les sœurs aident aussi un panel beaucoup plus large de personnes, les réfugiés, les sans-abri. C'est vraiment toute personne ayant besoin d'aide. Mais elle donne priorité quand même aux femmes et aux enfants, puisque ça correspond à leur charisme d'origine. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Et petite surprise pour terminer justement ce reportage, vous le voyez derrière moi, l'abbaye Saint-Nicolas, fondée en 1020 par Fulkenera et dont on fêtera le millénaire. Ce sera le dernier week-end d'août ici même. Il y aura tout un tas de festivités. On aura certainement l'occasion d'y revenir prochainement et qui sait peut-être d'en faire un prochain reportage. Parce que oui, je me trouve aussi sur les hauteurs des vignes de l'étang Saint-Nicolas, dans un cadre assez magnifique, assez bucolique, qui contraste un petit peu avec la ville d'Angers, car ça ne paraît pas, mais on a le quartier de Belle-Beille qui est juste derrière moi, en arrière-plan, derrière les arbres, et puis l'étang Saint-Nicolas, idéal, vous le savez certainement, pour se promener, pour faire du sport.
En tout cas, j'espère que ce reportage vous a incité aussi surtout à découvrir ce musée et cette histoire méconnue en Anjou pour beaucoup d'entre nous, c'était aussi l'objectif. N'hésitez pas également à vous abonner à cette chaîne YouTube, à partager mon contenu, à voir mes précédents reportages ou à les revoir bien évidemment sans modération. Moi je vous dis à bientôt, je vous souhaite un bon début d'été à vous. On va se quitter avec les images de ce reportage. À bientôt, au revoir.